Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Pareillement. Le péril contexte compliqué. Contexte compliqué. On parle de la France d'abord. Et Sébastien Lecornu, qui était devant des patrons à Choose France, c'était lundi, qui a dit le péril qui pèse, c'est ce qu'il a dit au patron, le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget. Moi, je pense que le péril qui pèse sur l'économie française, c'est la poursuite de la politique qui est menée depuis pas mal d'années par M. Macron, si vous voulez. Je viens de faire sur ma chaîne YouTube, justement, le bilan de M. Macron depuis 2017. Parce qu'il nous a dit dernièrement que tout allait bien dans le meilleur des mondes, qu'il avait un super bilan. Le taux de chômage a baissé de un peu moins de 2 points. Ouais, attendez. Le taux de chômage. Ouais, attendez. Non, mais un bilan, c'est global. Mais même le taux de chômage, c'est assez incroyable. 9,5 quand il est arrivé, on est à 7,5. Moi, je pense qu'il va rester un chiffre du bilan de M. Macron, je vais vous dire lequel. C'est 445 milliards d'euros qui ont disparu. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis 2017... Disparu, c'est-à-dire... Ah oui, je vais l'expliquer. La dette publique française a augmenté de plus de 1100 Le différentiel entre la dette et la croissance. Bravo. Donc le PIB, surtout que le PIB en valeur a augmenté... Expliquez-le quand même. Voilà, Parce qu'on n'est pas tout seul là en même temps. Non, mais c'est pour ça. Vous me coupez, vous laissez tellement que je... Alors donc... J'y vais. Donc effectivement, on a cette dette publique qui a donc augmenté de plus de 1100 milliards d'euros, et bientôt 1200 milliards d'ailleurs, et parallèlement, le PIB, donc la richesse qu'on crée... Entre 2017 et aujourd'hui. Exactement, donc l'année n'est pas terminée, donc ça sera, je pense là, c'est 1160 milliards exactement d'augmentation, je pense que ce sera 1200 milliards, et on a donc le PIB français en valeur, donc augmenté de l'inflation, qui a augmenté d'à peu près 770 milliards d'euros. Donc la différence entre les deux. 445 milliards d'euros d'écart. Vous vous rendez compte. Et si on regarde depuis 2020, c'est pire. Ouais. C'est 509 milliards d'euros d'écart. Sachant qu'à l'école, on nous apprend avec le multiplicateur keynésien qu'en général, plus on s'endette, il y a un rapport positif entre l'endettement et le supplément de croissance. Exactement. Là, c'est un supplément de destruction de croissance. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est ça qui colle pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous dit aujourd'hui, ah oui, il y a de la croissance. Non, mais il les a pas volés. Je veux dire, c'est pas, l'argent n'a pas été détourné. On dit où est passé l'argent. L'argent n'a pas été dans le circuit économique. C'est ça le problème. Quand vous regardez aujourd'hui la croissance française, on se gargarise. Ah, on a fait 0,5% de croissance. Bon, un chiffre qui est très bizarre, parce que même la Banque de France a dit, elle ne comprend pas comment on arrive à ce chiffre-là. Même le ministre de l'économie, le nouveau ministre, a dit, c'est un chiffre remarquable. Vous voyez, ça veut dire, en gros, en langage codé, ça veut dire on ne comprend pas très bien ce chiffre. Quand vous regardez les indicateurs avancés, les directeurs d'achat notamment, on est en récession depuis 1 an en France. Mais à chaque fois, soit c'est la formation de stock, soit c'est des ventes d'avions. Voyons, on a l'impression qu'on arrange un peu pour avoir toujours ce chiffre de croissance. Mais quand vous regardez hors déficit public, parce que cette croissance, elle est achetée, évidemment, à crédit. Hors déficit primaire. Ça veut dire que le déficit primaire, c'est hors charge d'intérêt de la dette. Avant paiement d'intérêt de la dette. Exactement. Les fameux 60 milliards et quelques qu'on paye là. Voilà, et bientôt 75. Exactement. Et bien, lorsque vous retraitez la croissance de ce déficit, donc primaire, ça veut dire hors intérêt de la dette, eh bien, tenez-vous bien, David, nous sommes en récession depuis 2017. Il n'y a pas une année de hausse du PIB. Vous vous rendez compte ? C'est ça la réalité, c'est ça le bilan. Sur le budget, c'est ça le bilan, effectivement. Sur le budget, le fait de dire le pire pour l'économie, du Premier ministre, c'est le fait qu'on n'ait pas de budget. Moi, je pense que ce qui est dramatique, à court terme, c'est de perdre du temps. Regardez ce budget, regardez ce qui s'est passé depuis septembre dernier, ce concours l'épine de l'imposition à l'Assemblée nationale. Cette foire d'empoigne. Entre 40 et 50 milliards d'euros votés. 50 milliards, 53 milliards d'euros d'augmentation des impôts. C'est ce qu'a dit le patron du MEDEF. Vous vous rendez compte ? Ouais, mais c'est incroyable. Mais même avec M. Lecornu, parce que M. Lecornu, c'est pas LFI, 19 milliards d'augmentation des impôts. Même lui, il veut une augmentation des impôts, alors que nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Parallèlement, on a quand même un projet de loi, qui a été voté d'ailleurs, sur l'IFI, l'impôt sur la fortune improductive. Rien que le terme, déjà, il est quand même assez malsain. Et qui a fait cette loi ? C'est pas LFI, c'est pas le RN, c'est le MoDem. Quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire que, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, finalement, veut augmenter les impôts. Personne ne parle de baisse de la dépense publique. On veut tous continuer d'augmenter les impôts. Et regardez, j'ai envie de dire encore une fois, l'ineptie de cette mesure. On va taxer donc l'impôt sur la fortune improductive, et on a introduit dedans l'assurance vie avec les fonds en euros. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, on admet que donc les fonds en euros, c'est la dette publique, pour faire simple. Pas seulement. Notamment, c'est les bons du Trésor. Obligations d'État. Oui, notamment obligations d'État. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on admet que quand on prête à l'État français, c'est improductif. Eh bien oui. Oui. Premier point. Non, pardon, juste sur le fonds en euros, il faut dire que la dette publique de l'État, c'est 1/3 du fonds en euros. Le reste, ce sont des obligations d'entreprise, j'ai regardé. D'accord. De l'immobilier et des actions, en plus. Non, mais voilà, ça renforce... Non, fonds en euros, il n'y a pas d'action.
Dans les euros, c'est fonds en unité de compte, justement. Essentiellement avec de l'obligation d'entreprise. Il y a pas là. Non, mais là, vous regardez toute l'assurance vie. Je ne parle pas de toute l'assurance, je parle de l'assurance vie uniquement sur les fonds euros. Fonds euros. Majoritairement, dans le fonds euro, ce sont des obligations d'entreprise. Oui, et donc c'est productif. Il n'y a pas d'action. C'est que des obligations. Bref, toujours est-il que, à partir de là, on veut vous dire, même si vous prêtez à l'État français, donc déjà c'est improductif, mais en plus on va vous taxer davantage. Attendez, mais on marche sur la tête. Voyez. Et moi là, je pense qu'une boîte de Pandore a été ouverte. Pendant des années, ici même d'ailleurs notamment, je n'ai pas arrêté de dire, attention, notre épargne est en danger, parce que c'est la dernière issue, on va taxer davantage notre épargne est en danger parce qu'elle va être amenée de plus taxée dans le futur. Exactement. Et on m'a dit, non, on ne touchera jamais l'assurance vie, vous inquiétez pas. Et là, regardez, c'est exactement, alors j'espère que ça n'arrivera pas jusqu'au bout, mais toujours est-il que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et donc, moi, je trouve que c'est très dangereux. Et encore une fois, ce n'est pas un gouvernement LFI qui a fait ça. Ce n'est pas le NFP. C'est Monsieur Lecornu, c'est le centre, va-t-on dire. Et ça, c'est très dangereux parce que l'image qu'on renvoie est catastrophique. Donc moi, je pense que ce budget, ça sera un budget sûrement par ordonnance ou alors une loi spéciale. On verra bien comment ça va se terminer. En fait, on aura gagné 3 mois parce qu'à la fin, il y aura quand même une motion de censure qui va être votée. Oui, sauf que s'il y a des ordonnances, le budget passe, le gouvernement, le budget passe. La question, c'est quel budget? C'est ça le problème. On va avoir un budget avec, regardez Madame de Montchalin, elle l'a dit encore là, on va vers 6% de déficit public par rapport au PIB l'année prochaine. Ah si, elle a dit on va vers 6%. Elle a dit. Quand j'ai pas vu. On va vers 6% du déficit public. Si on fait rien. Si on continue comme ça. C'est-à-dire que, oui, c'est ça qui est fou. Cette année, regardez, il nous manque, alors c'est énorme, entre 5 à 10 milliards d'euros. Ouais, on a parlé, c'est plutôt entre 4 et 5. Entre 4 et 5 milliards d'euros de TVA. Bon, on nous dit entre... C'est LFI, c'est Éric Coquerel qui a dit 10 milliards. D'accord. Rappelez-vous Bruno Le Maire l'année dernière, entre 40 et 50 milliards. Moi, je me souviens ici même, peut-être pas vous, mais certains m'ont dit, quand je disais, attendez, moi je ne comprends pas les prévisions de Bercy, de déficit public, ils nous disent qu'on va atteindre 4,4, moi je suis à 5,5, on était à 5,7. Et on me rionnait, on me disait, on ne pouvait pas remettre en cause les chiffres de Bercy, attends, c'est pas sérieux. Vous pouvez pas... Je dis, mais non, je ne suis pas devin. Et maintenant, Bruno Le Maire admet qu'il y avait effectivement les notes de Bercy, et qu'il ne respectait pas, et que lui-même a dit aux 20h de TF1, non, je maintiens mon objectif. Et que derrière, M. Macron a été prévenu, et qu'on a maintenu tout ça en l'état. Attendez, c'est très grave, nous sommes la France. Et quand on pose la question à M. Le Maire, mais ils sont où ces 50 milliards? Je ne peux pas vous répondre. C'est énorme. Là, les 10 milliards sur la TVA, ou même 5 milliards, c'est quand même la TVA, énorme. ça rapporte combien la TVA? 210 milliards d'euros par an. Il est un collab. Mais t'arriveras pas, mon ami. Sur les prévisions, éventuellement? Sur les prévisions, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et encore une fois, quand on a des chiffres comme ça, on se dit... Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Parce qu'on se dit toujours, la force de la France, c'est qu'elle sait lever l'impôt. Ce qui est vrai. Jusqu'à présent. Ah oui, mais, jusqu'à présent. Oui, mais quand attendez, l'année dernière, on nous a manqué quand même 40 à 50 milliards. Donc, d'où c'est parti, on ne sait pas. Votre explication, c'est quoi, alors? Je vais vous dire, je vais vous donner une explication. Il y en a plusieurs, mais il y a deux principales explications. L'immobilier. Non. La première explication, c'est que le PIB est surestimé. Les chiffres ne sont pas corrects par rapport à la réalité française. Parce que normalement, c'est très simple. Ou alors, il n'y a pas assez de consommation, il y a plus d'export. Mais même dans la consommation, attendez, sans rentrer dans la technique, c'est facile de faire des prévisions de TVA. On a le chiffre de croissance, de consommation et effectivement au niveau des entreprises, et après on fait un coefficient de corrélation avec, je dirais, donc les recettes de TVA, et on sait très bien en fonction de la croissance combien on va avoir. Ça aurait dû augmenter de combien? De 1,7%. Mais toujours est-il que là... Ça ne va pas le coller. Mais toujours est-il que on augmente là aussi le PIB, et puis il n'y a pas les recettes en face. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y a des arrangements sur les recettes, ou alors que les chiffres du PIB ne sont pas bons. On sait mal mesurer le PIB. Non, il est surestimé, parce que dedans, on met effectivement une partie d'économie parallèle, on met des chiffres bizarroïdes qui ne rentrent pas, gentiment. Il n'y a pas de collecte de l'impôt ensuite. On me dit, oui, c'est les petits colis, etc. Bon, soyons raisonnables. Non, il y a un vrai problème aujourd'hui en termes de mesure du PIB. Encore une fois, quand vous dites aujourd'hui aux Français, ouais, il y a 0,5% de croissance, et que vous avez des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, les faillites d'entreprises aujourd'hui en France atteignent des sommets historiques. C'est pas le contre-coup post-Covid où on a... Post-Covid, on est en 2025. Chiffre de la Banque de France. Alors justement, parce que c'est vrai que là, on est à plus de 68 000 défenses d'entreprises sur 12 mois. Donc on me dit, oui, mais il y a eu beaucoup de créations d'entreprises. C'est vrai, mais c'est des micro-entreprises. C'est pas les mêmes, évidemment. Si vous enlevez justement les micro-entreprises, eh bien, là aussi, et ça c'est encore plus grave, hors micro-entreprises, les défaillances d'entreprises en France atteignent un sommet historique. On est 14% au-dessus du sommet de 2009. Et je vais vous donner un chiffre que j'ai calculé hier justement sur ma vidéo YouTube, parce que pour faire le bilan, depuis 2017,
ça a augmenté de combien les défaillances d'entreprises hors micro-entreprises? Un pourcentage? En pourcentage. Quelle idée. 100%. Ah, je vous ai collé là. 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et on me dit que tout va bien. Non, attendez. Moi, je pense qu'il y a un problème, franchement, de mépris. Un problème de respect vis-à-vis de tous les Français qui souffrent, de toutes les entreprises qui déposent le bilan, qui sont obligées parfois qu'ils le font d'ailleurs volontairement, hein, parce qu'elles n'en peuvent plus de payer autant de taxes. Et quand on leur dit à ces gens, à toutes ces entreprises, à ces personnes qui sont dans la vie réelle, tout va bien en France, il y a une croissance forte. Non, ça inacceptable. Non, personne ne dit qu'il y a une croissance forte. Ah bah si. Monsieur Macron l'a encore dit il y a 2 jours. On a une croissance forte, on fait la moitié de la zone euro. Attendez, évidemment, là il y a un problème. Tous les indicateurs avancés, vous savez, moi c'est mon métier, ça fait 30 ans que je suis les indicateurs avancés de la croissance. Et je peux vous dire qu'il y a une bonne corrélation dans le monde entre les indicateurs avancés des directeurs d'achat et le PIB. Vous voyez au 3e trimestre... On va faire comme 0,7. Donc les 0,7% de croissance... Vous voyez au 3e trimestre, je termine. Vous voyez au 3e trimestre... Tous les pays, effectivement, de la zone euro, leur variation de croissance est corrélée avec le niveau des indicateurs avancés des directeurs d'achat. Sauf nous. Attends, il y a un problème. Les 0,7% de croissance qu'on va faire, nous dit la Commission européenne cette année, les 0,9% l'année prochaine. Oui, on ne fera pas 0,9% l'année prochaine. L'année prochaine, on fera 0,6, pareil. Parce que ça va dépendre de ce qui va se passer là demain, bien entendu, au cours des prochains jours. Ouais, donc ça veut dire que le déficit public, évidemment, qui sera proche des 6%. Aujourd'hui, on est à 5,4%. Hein. Oui, mais là aussi, il y a un problème. Quand on regarde les chiffres, vous avez les chiffres du déficit de l'État. On les a déjà. Hein, sur la première partie de l'année, jusqu'au mois d'août, on est à peu près à 160 milliards d'euros de déficit. D'accord ? Vous rajoutez, on nous dit qu'on aura 25 milliards à peu près de déficit de la sécurité sociale. Vous voyez, donc ça monte on est déjà à 190. Et peut-être 10 milliards de déficit des collectivités locales. Donc on est à 200 milliards. Donc ça ne fait pas 5,4% du PIB. Donc là aussi, comment on va s'arranger? On va peut-être booster certains chiffres, je ne sais pas, du PIB, parce que là aussi... Hein. Après, juste, Sébastien Lecornu, il dit on fait peur actuellement aux acteurs économiques sur la base de textes qui n'existent pas. En disant que tous ces projets de taxes qu'on a vu fleurir à l'Assemblée, ils ne seront jamais appliqués parce que ce n'est pas constitutionnel, parce qu'il n'y a pas d'assiette taxable. Il a quand même raison de rassurer de ce point de vue-là. Alors, mais pourquoi il l'a fait? Non, mais pourquoi il l'a laissé faire? Non, mais pourquoi il l'a laissé faire? Des amendements RN ou LFI. Non, mais pourquoi il a laissé faire? C'est ça la question. Pour gagner 3 mois? Pour gagner 4 mois? Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend? Regardez, moi, ce qui m'effraie, c'est que j'ai, comme vous, j'imagine, des interlocuteurs étrangers, etc., qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Et même les Français eux-mêmes sont inquiétés. Mais si on avait effectivement eu un vrai budget, voire on avait dit sous l'Assemblée qu'on avait une vraie majorité, après, quelle que soit finalement cette majorité, au moins on a un budget, au moins une majorité. Là, il n'y a pas de majorité, donc on va faire un budget d'arrangement, de bric-à-brac. C'est pas sérieux. Et donc là, parce que même si effectivement c'est pas voté, j'espère que ça sera pas voté, les idées elles sont là. Vous voyez, quand vous avez vu la fameuse taxe Zuckman là, qui a été montée en épingle, que du marketing, il n'y a rien derrière. C'est sur du vent, sur du sable, il n'y a rien. Mais on en a parlé partout. Même moi j'en parle aujourd'hui alors que je voulais ne pas en parler. Alors, heureusement ça va tomber dans les oubliettes. Après le sujet derrière c'était la taxation, savoir si les plus riches payent suffisamment d'impôts comparé en pourcentage au reste des Français. C'est un sujet qu'on a le droit de poser. Évidemment, bien entendu. Mais pourquoi effectivement il y a non pas cette fraude fiscale, cette optimisation Exactement. fiscale. C'est différent. Oui, c'est pas la même chose parce que ça respecte la loi. Oui. C'est parce que justement on a créé plein de niches à droite à gauche pour garder ces investisseurs. Mais ces investisseurs aujourd'hui, si vous enlevez, ou ces riches entre guillemets, si vous baissez la pression fiscale globale, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de toutes ces niches. Et là, il y aura une plus grande transparence de l'impôt. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tous ces riches, malheureusement, il y en a de moins en moins en France. À vous écouter, la situation est catastrophique. Et en même temps... Elle l'est malheureusement. Sauf que quand on regarde les taux à 10 ans français, on est à 3,35%. Non, on est à 3,35. Sur le 10 ans 3,45, ouais, 3,45, 3,50. J'étais resté à 3,35. Quand ça vous était quand quelques dernière. Oui, voilà, moi je regarde tous les jours. Et là, non, là on est à 3,45, ce matin on est à 3,45. Non, parce que, encore une fois... 3,45, il n'y a pas de drame, je veux dire. Il n'y a pas de drame. Si la situation était dramatique... Quand M. Macron a pris la France, on était à 1%. Oui, oui, mais bon, pendant 2000... Ah non, c'était avant le Covid, parce que le Covid, on était en négatif. Donc, parce que je veux dire, non mais c'est ça qui compte, c'est que même 3-5 ans dans un contexte mondial d'énormes liquidités, parce que c'est ça aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de liquidités dans le monde qui fait que finalement on a des bulles un peu partout et donc les taux ont tendance à rester bas. Mais là aussi... Mais c'est pas un peu curieux, d'ailleurs Patrick Artus qui était là à votre place me disait ça, il me dit c'est curieux de voir les investisseurs pas plus pessimiste que ça sur la France, et notamment quand on voit effectivement le 10 ans français à 3,40 et quelques. Je suis content de voir qu'il suit effectivement ce que je dis depuis quelques temps. Oui, c'est un gros problème. C'est qu'on a aujourd'hui... Mais pourquoi c'est vous qui aurez raison et pas eux? Parce que c'est eux qui font le marché. Non, bien sûr. Attendez, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, il y a toujours la BCE qui est derrière.
Donc on dit finalement elle soutiendra quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Peut-être qu'elle d'ailleurs elle achète aussi de la dette, un peu de dette publique sans trop le dire. Et puis parallèlement, il y a également des investisseurs étrangers dont on ne connaît pas la nationalité. Moi ça m'inquiète. Aujourd'hui, vous avez 55,4% de la dette publique qui est détenue par des étrangers. Oui. C'était 48% en 2022. Donc ça augmente. Alors certains vont dire, ah bah oui, ça augmente, c'est bien, c'est bon signe, on me rassure. Oui, mais c'est quoi la nationalité? Et là, bizarrement, depuis quelques années, la Banque de France ne nous dit plus. Et alors? C'est surprenant. Moi, j'aimerais savoir quelle est la Votre nationalité. idée, c'est quoi qui est derrière? Mon idée, c'est que peut-être qu'il y a des fonds d'investissement qui ne sont pas très sympathiques, ou des pays qui investissent chez nous, qui nous imposent certaines choses et qu'on ne sait pas. Il faut de la transparence. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est dangereux. Par contre, ces investisseurs, évidemment, nous rendent dépendants d'eux. Ouais. Et quand on a un tel taux, parce que si vous prenez par exemple même les États-Unis, ça c'est combien la part des étrangers qui détiennent la dette publique américaine? Moins de 50. 22%. Ouais. Donc nous, c'est 55%. Et en zone euro? En zone euro, c'est à peu près 40. Même un peu moins, 37. Donc, l'Italie a domestiqué en quelques années. 27. Ils étaient à au-delà de 50. Oui, l'Italie, il n'y a que 27% de la dette publique qui est détenue par des étrangers. Vous voyez que ça aussi, ça veut dire que nous, on est de plus en plus... Ça crée aussi une consanguinité qui peut être dangereuse entre les banques domestiques et l'État en cas de problème. C'est quand même le cas chez nous aussi. Mais toujours est-il que, là aussi, ces investisseurs, si demain il y a le moindre risque, ils vont partir très vite. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, moi j'ai une partie de la réponse. Pourquoi les taux d'intérêt n'augmentent pas aussi fortement? Non, c'est ça mon sujet. Oui, d'ailleurs, on avait fait un pari quand vous êtes venu en septembre. L'année n'est pas terminée. Il nous a dit, peut-être on a parié un restaurant. J'ai faim, dis donc, en me disant que si il y avait dégradation par les agences de notation. Non, je vous avais dit qu'on serait en début d'année 2025. Entre 4 et 4,5, au moins 4,5. Au moins 4,5. Non, je dis entre 4,5 et 5. Même moi, j'ai été plus loin. C'est vrai, c'était en 4,5 et 5. Ah ouais, on est d'accord. Charitable. Ah voilà, non, c'est pas grave. mais ce que je veux dire par là, c'est que... Pour l'instant, on n'a pas... Attendez, on verra... mais vous saurez... vous maintenez le pari. Vous maintenez le pari. Bien sûr, je maintiens le pari, bien entendu. Début d'année, entre 4,5 et 5, je double le pari. On met une caisse de champagne avec, allez. Je maintiens le pari. Je ne doute pas, je le maintiens. Mais parce que, bon, après, c'est trop. Puis vis-à-vis des téléspectateurs, c'est pas sympa. Mais bon, toujours est-il que on a cette situation où, aujourd'hui, soyons honnêtes, les agences de notation, effectivement, elles ont dégradé, sauf Moody's. Là aussi, c'est quand même incroyable. Ce communiqué de Moody's, il est incroyable. Il nous dit, ah non, mais tout va bien. Mais j'attends le coup d'après, quoi. Mais là, regardez, on a donc décalé la réforme des retraites. Je rappelle que les agences de notation avaient dit, s'il n'y a pas de réforme des retraites, on dégrade fortement. Pas de réforme des retraites, elle ne dégrade pas. Suspension. Bon, non, suspension, d'accord, mais ça revient au même. De toute façon, même si cette réforme est appliquée, il y aura quand même un déficit des retraites qui sera assez énorme. Moi, je trouve ça très bizarre. Là aussi, c'est... Je remarque juste que si la situation était aussi dramatique que certains le disent, et vous en particulier, il est curieux d'avoir des taux français à 10 ans à 3,40. Oui, on est d'accord, 3,45. Voilà. Mais bon, toujours est-il que, moi je pense que c'est que le début, même si on était sur des niveaux de 1,5 quand M. Macron a pris le pouvoir. Donc ça a quand même augmenté, ne l'oublions pas. Pour beaucoup de Français... À combien étaient les autres en zone euro? Il faut comparer. Justement, mais c'est ça. Ah là, vous me donnez du métro à mon moulin. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous savez quel était le spread, l'écart de taux d'intérêt entre la France et la Grèce, par exemple? À quel moment, quelle année? Là, en 2017. En 2010. 7 points. Ouais. Plus pour le taux grec par rapport au taux français. Là, on est dans l'autre sens. Et là, le taux grec est devenu inférieur au taux français. Même le taux italien, on avait à peu près 1,5, 2 points de plus pour le taux italien par rapport au taux français. Là, voyez, donc c'est ça qui est dramatique. On regarde les investissements. On est en train de décrocher parce que nous ne sommes pas. Non, mais l'ennui, c'est que surtout, c'est que c'est trop élevé, 3,40 et quelques sur le 10 ans français, qui sert d'indexation pour l'ensemble des crédits auxquels on prête aux entreprises et aux particuliers. C'est trop faible, eu égard à la croissance molle qu'on a et à la faible inflation. C'est ça qui est terrible. Surtout quand on parle les deux, c'est mortifère. Hein. Encore une fois, on va avoir Je pense qu'aujourd'hui, quand les agences de notation vont faire vraiment leur boulot, je rappellerai simplement que quelques semaines avant l'éclatement de la crise des subprimes, toutes les dettes basées sur des subprimes étaient notées AAA par les agences de notation. Donc on sait, c'est comme la cavalerie, elle arrive après la bataille. Donc elles n'osent pas, je pense, aujourd'hui, réagir vraiment, dire la vérité, parce qu'elles ont peur des conséquences qu'ils pourraient avoir ensuite. Mais là aussi, moi, je pense que c'est inévitable. Dans les faits, la France est dégradée au taux auquel elle s'endette. Ça ne correspond pas à... C'est là où, pour revenir sur votre première question, sur M. Le Cornu qui dit oui, s'il n'y a pas de budget, ça sera très grave. C'est déjà très grave.
Donc, moi, je pense que ce budget, il sera de toute façon grave. Donc, mettre la pression pour dire il faut absolument un budget, peut-être qu'il en faut un, mais il faut un bon budget, ce que nous n'avons pas malheureusement aujourd'hui. Marc, il faut qu'on parle des États-Unis, parce que c'est la fin du shutdown, très bien. La question, c'est dans quel état de santé est l'économie américaine? On a l'indice de la Fed d'Atlanta qui prévoit 4% de croissance au troisième trimestre, donc on dit tout va bien. On a compris que l'emploi était plutôt à la peine. C'est le brouillard, puisqu'on n'a pas eu de statistiques pendant quasiment 2 mois. On aura jeudi, donc demain, les chiffres d'emploi du mois de septembre, pour une fête qui se réunit le 9 et 10 décembre. On en est où, encore une fois? Où en est l'économie américaine? C'est ça qui est surprenant. Quand on voit les indicateurs avancés, justement, des directeurs d'achat notamment, ça marche bien. On a une croissance qui se maintient. Alors, ce n'est pas l'euphorie. On reste autour des 2,5% de croissance en moyenne sur l'année, autour des 2%. Alors, il y a l'effet shutdown qui, mécaniquement, là, par contre, le PIB risque de baisser, puisqu'il y a eu moins d'activité. Alors, heureusement que ça va mieux aujourd'hui, mais quand même 40 jours, un peu plus de 40 jours de shutdown, ça veut dire que l'administration américaine n'a pas travaillé. Donc là, ça risque d'avoir des écarts assez négatifs, mais on aura un rattrapage au 4e trimestre. Donc moi, je pense que l'économie américaine résiste bien. Et surtout, on a une consommation qui est plutôt toujours bonne. Le marché du travail, c'est vrai que c'est dégradé, mais on est toujours autour des taux de chômage qui sera autour des 4,5%, même s'il monte un peu. Et donc une consommation qui va résister. Donc surtout. Pas d'inquiétude? Non, moi, je ne suis pas extrêmement inquiet. D'ailleurs, c'est pourquoi la Réserve fédérale ne veut pas trop baisser les taux d'intérêt. Parce qu'il y a quand même, par contre, toujours une inflation à 3%. Ouais. Ça, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et pareil, sur les droits de douane, on a dit ça va être la catastrophe. Finalement, ça a permis d'engranger quelques milliards de dollars. Tandis que les effets sur les droits de douane en termes d'inflation, on les verra là en fin d'année, début d'année prochaine. Oui, non, mais encore une fois. Un peu comme pour le 10 ans français. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'ils vont répercuter? Je pense que pas forcément. Donc, mais 3% d'inflation, c'est beaucoup. Il ne faut pas l'oublier, mais ça reste quand même une inflation par la demande pour l'instant. Donc c'est plutôt bon signe pour les situations de l'économie américaine. Alors après, c'est vrai qu'il y a évidemment la bulle du numérique, de l'IA qui est en train de se dégonfler, on va dire. Vous en pensez quoi d'ailleurs? Oui, je pense qu'on a des valorisations qui sont largement excessives. C'est-à-dire que, c'est marrant, je faisais un débat la semaine dernière justement sur l'émission Très Finance, et donc je disais que, vous savez, ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. Le ratio cours sur bénéfice. Voilà. Exactement. Donc, combien d'années de bénéfices il faut pour justifier le niveau de valorisation? Sur le S&P, on est à 29. Voilà. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'on est sur un niveau, normalement, on va dire, entre 12 et 15, c'est un bon prix. Et qu'est-ce qu'on m'a dit la semaine dernière? On m'a dit, non, mais sur l'IA, le bon niveau, c'est 30. D'où ça sort, ça? Pourquoi ça serait le bon niveau? C'est-à-dire que... Parce que les boîtes sont elles ont une croissance bénéficiaire très importante. Exactement. Mais le problème, c'est que ça, vous regardez sur le passé. Ouais. Mais l'avenir, là aussi... C'est un pari. Hein, justement. Vous avez dit, c'est un pari. Mais quand j'ai des niveaux de PER pour beaucoup de valeurs de l'IA ou du numérique au sens large qui sont autour des 40, 50, c'est quand même cher. Je ne parle même pas de Tesla qui est, je crois, à 100, 150. Bon, bref. Mais toujours est-il que, voilà, il faut revenir vers une plus grande... connexion entre les marchés boursiers. Je crois que la moitié de la croissance américaine depuis le début de l'année vient des investissements dans l'IA. Tout ça est lié. Non, mais tout ça est lié. Ça, j'ai toujours été... Au-delà de ce qui se passe en bourse, au-delà du fait que Philippe Escand nous expliquait qu'aujourd'hui, les hyperscalers, les boîtes de la tech s'endettent. C'est plus juste du cash qui est brûlé pour investir dans l'IA, dans les infrastructures, c'est plus des échanges d'actions pour acheter des boîtes, c'est des émissions obligataires, des gros acteurs de la tech. Tout à fait, mais le problème c'est que c'est ce qui se passe dans toutes les révolutions technologiques. On a bien sûr une révolution technologique qui est formidable. Comme Internet, aujourd'hui. Il faut peut-être que ça s'arrête d'ailleurs, parce que ça fait un peu peur, ça fait penser à Terminator des fois, pour les anciens comme moi, ça fait un peu peur, mais toujours est-il que... Connor. Voilà, exactement, je reviendrai, I'll be back. Donc c'est sûr qu'on a cette situation où, attention quand même, ça commence à déraper. C'est-à-dire que là, je pense que dans toutes les révolutions technologiques, je pense ce que je voulais dire, on a aussi une bulle financière qui se crée, à chaque fois. Et après, elle se dégonfle, et après, on a la révolution continue, et on a les vrais acteurs, les bons acteurs, avec des valorisations qui sont plus logiques. Là, je pense qu'on est dans la première phase, c'est-à-dire que dans la phase de bulle, on ne sait pas encore combien ça vaut. Et avec le temps, ça va s'ajuster. Enfin, une sorte de tâtonnement en valorisation, on va connaître le bon niveau, effectivement, de ces valeurs. Donc, ça appelle une certaine baisse, mais ça ne remet pas en cause le fait que cette révolution est là, et que malheureusement, nous, les Français, nous, les Européens, on est très, très loin de tout ça. Mais juste pour finir là-dessus, sur l'économie américaine, donc pas d'inquiétude? Non, moi, je reste Parce que la Fed prévoit 1,6% de croissance cette année. En 2024, c'était 2,6 ou 2,7, je ne sais plus, ou 2,8 la croissance américaine. Moi, pour cette année, je suis à 2% exactement, pour tout vous dire. Et pour l'an prochain, je suis autour des 2,3, 2,5. Oui, je suis même un peu moins optimiste. Mais ça suffit pour maintenir une bonne dynamique de l'économie américaine. Pourquoi 59% des Américains critiquent la gestion économique de l'administration Trump?
Parce qu'ils n'ont pas encore les résultats concrets, si vous voulez. Je pense qu'ils ont... Ils voient l'inflation du quotidien. D'ailleurs, on a vu la machine arrière, il a fait, Donald Trump, sur les produits du quotidien. Exactement. Sur les taxes douanières, sur le bœuf, les bananes. Moi, je pense que c'est un peu comme tout. Ils ont mis beaucoup d'espoir dans Donald Trump. Alors, certains pensaient que c'était la fin du monde. Finalement, entre beaucoup d'espoir et la fin du monde, il y a un juste milieu. Ouais. Je pense que voilà. Donc, certains sont peut-être un petit peu déçus, notamment sur l'inflation. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'inflation, ça reste quand même le grand danger outre-Atlantique. Mais finalement, on est très, très loin de la Bérésina qui avait été annoncée. C'est comme sur l'Argentine, comme vous avez tous les économistes de salon, là, dont des Français, on ne va pas donner de nom, qui avaient signé une chronique en disant, 100 économistes, je crois, qui avait dit si Milei est élu en Argentine, le pays est mort, ça va s'effondrer, puis finalement ça redémarre, même la pauvreté baisse. Voilà, même si ça ne va pas encore très bien, l'Argentine est un pays qui souffre, hein, mais néanmoins, ce n'est pas la Bérésina. Pareil pour Trump. Combien d'économistes ont dit si Trump gagne, alors là c'est la Bérésina, c'est une catastrophe, etc. Finalement, c'est pas si grave que cela. Donc ça montre bien que l'important c'est aussi de tenir ses promesses, mais d'être surtout pragmatique. Nous, la différence, en Europe et notamment en France, c'est qu'on est dogmatique. C'est-à-dire qu'on vous dit, cette table, elle est blanche. On vous dit, non, elle est noire. Non, mais elle est blanche. C'est une réalité. Non, nous, on vous dit non. C'est exactement comme M. Macron dit, tout va bien dans le meilleur des mondes. La France est championne du monde de la croissance. Tout va bien, alors qu'on a des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques et que le chômage est en train d'augmenter à 7,7%. Je rappelle qu'en 2017, l'écart entre le taux de chômage français et de la zone euro, c'était 0. On avait le même taux de chômage en France que dans la zone euro. Aujourd'hui, donc, évidemment, il y a eu entre-temps des aides artificielles qui ont fait baisser le chômage. Le chômage en France, il est à 7,7%, 6,3% dans la zone euro. 1,4 point d'écart. Enfin, c'est plus une priorité pour les Français. Pendant des années, le chômage, c'était une des angoisses des Français. Non. Aujourd'hui... Je ne suis pas d'accord avec vous, là. C'est une priorité pour ceux qui sont au chômage. Non. Parce que là... L'ensemble des Français. Non, mais si c'est une priorité. Quand vous avez 7,7% de taux de chômage, quand vous regardez toutes catégories confondues, on est à 17% de taux de chômage. Vous savez très bien qu'il y a du traitement statistique des chômeurs, qu'on les met en stage, qu'on les met, etc., pour qu'ils sortent des statistiques. Le drame de la France, c'est d'avoir une croissance si faible. Si on avait eu depuis la fin du Covid une croissance à l'américaine, on n'aurait plus de problème de déficit. Évidemment, mais oui, mais avec des cives, comme vous le savez. Le problème, c'est que c'est ça qu'on attend de nos dirigeants. C'est qu'ils prennent les bonnes mesures. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si la politique de l'offre, ça marchait, ça se saurait, non, mais c'est pas ce qu'on a fait depuis 2017. Pas du tout. On n'a pas fait de politique de l'offre. Light, en version light. Non, oui, mais il faut faire... Moi, je pense qu'il faut faire c'est pas de politique de l'offre ou de la demande, il faut faire les deux à la fois. Il faut effectivement soutenir la demande, mais pas n'importe laquelle, pas en augmentant n'importe comment les dépenses publiques, pas en dilapidant l'argent des impôts au travers de la flambée de la dette publique qui a été, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, gaspillée. Et il faut réduire les impôts, parce qu'on ne les a pas réduits. Les impôts ont augmenté de 250 milliards d'euros depuis 2021. Donc, on ne dit pas que les impôts ont baissé. Ça a continué, effectivement, d'augmenter. Donc, alors c'est sûr que par rapport au PIB, ça a été moins le cas, puisque le PIB a été artificiellement soutenu par justement les dépenses publiques. Voilà l'arnaque. Donc moi je dis aujourd'hui, c'est pas une politique de l'offre qu'on a faite. C'est comme quand tu dis la France est un pays ultralibéral, alors on est numéro 1 du monde des dépenses publiques, numéro 1 du monde des dépenses sociales. Non, il faut arrêter le déni de réalité. Moi je pense que c'est ça qui me fait peur aujourd'hui dans les dirigeants français. C'est pour ça, moi j'espère qu'on aura un grand soir politique, un grand soir fiscal, un grand soir de la dépense publique, un grand soir des retraites. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on sauvera la France. Parce que là, qu'on est en train de faire... On n'en prend pas le chemin, là. Voilà, exactement. On est en train... on va toucher le fond de la piscine. On l'a déjà touché, mais là, on est en train de creuser. Bon. Peut-être qu'à la fin, on ne pourra plus creuser. Et peut-être que là, on commencera à remonter. Moi, je suis inquiet parce que je pense que comme vous, comme ceux qui nous écoutent, on aime la France, on veut que notre pays s'en sorte. Et on a de la peine de voir qu'il est en train de s'effondrer. Et surtout, comment les dirigeants français disent « tout va bien dans le meilleur du monde ». Ils n'acceptent pas leurs erreurs en disant voilà, l'erreur est humaine. Vous voyez, si je perds mon pari, je vous offrirai le déjeuner. Là, j'ai déjà gagné un peu mon hors-d'œuvre. Hein. Oui, d'accord, exactement. On ne sait jamais, ça peut se retourner. Mais toujours est-il que, de toute façon, même si je gagne le pari, j'indiquerai quand même déjeuner, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Mais par contre, là, on attend de ça de nos dirigeants. Vous avez fait des mauvais choix stratégiques. Merci, au revoir. Début d'année, entre 4,5 et 5 sur le 10 ans, je peux parier ce que vous voulez. D'accord, c'est bon. Allez, merci beaucoup. Entretien avec l'économiste Marc Toiti, invité de la grande interview en direct également en replay sur Boursorama. Merci Marc. Avec plaisir.